Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition très spéciale. Nous fêtons ce soir les 50 ans de votre antenne régionale Paris-Île-de-France. Et à cette occasion, on va vous emmener dans les coulisses de notre station, comme ici, en régie. Alors la régie, c'est un peu la tour de contrôle de nos journaux. Vous informer, vous écouter. En 50 ans, notre vocation n'a pas changé. Ce n'est pas le cas de nos logos et de notre nom. Petit coup d'œil dans le rétroviseur avec Mathieu Caillou. Un œil renfermant un hexagone, seuls les plus âgés d'entre nous s'en souviennent encore. En 75, ce sera l'identité visuelle d'FR3, comprenez France Région 3. Un symbole décliné dans toutes les antennes régionales, sa conception est confiée à chaque changement à un designer, comme ici, en 85. Je disposais de 3 lettres, I, D, F. On se souvient peut-être plus de ces lettres d'or sur fond bleu. En 86, ce logo s'impose, mais pour 6 ans seulement. Car en 92, la chaîne adopte la couleur bleue. Changement de nom pour les 2 chaînes du service public. Le si célèbre FR3, 18 ans déjà. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau sigle de FR3 ? Bonjour. Après m'avoir fait la bise. Déjà, c'est pas FR3, c'est France 3, monsieur. Il ne faut plus dire FR3 depuis ce matin. Et on ne dit plus que France 3. Mettez-vous bien ça dans le crâne, ici. France 3. En 2002, à l'occasion de l'arrivée de France 5, toutes les chaînes du groupe se rassemblent et partagent cette même identité visuelle. Ce logo connaît quelques nettoyages mineurs jusqu'au vrai lifting de 2018. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20 à la une. Et enfin, le chiffre 3 disparaît en 2024 au profit d'une marque, ici, qui vise à rendre plus identifiables les programmes régionaux de la chaîne. Bonjour, ravi de vous retrouver pour Ici 12-13. Allez, je vous emmène maintenant dans le studio où nous attendent nos invités, car pour cet anniversaire, des téléspectateurs sont passés de l'autre côté de l'écran avec nous ce soir. Soyez tous les bienvenus. D'habitude, nous sommes là-bas sur le petit plateau, mais ce soir, on a poussé les murs pour pouvoir vous accueillir. Bonsoir Agnès. Vous venez de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Vous êtes avec votre fille et votre maman. Georgette, vous avez 77 ans. Depuis combien de temps est-ce que vous nous regardez ? Depuis 1975. Donc depuis notre création ? C'est un peu votre anniversaire aussi ce soir. Alors dites-moi, rassurez-moi, vous ne dites plus FR3. Non, on dit la 3. La 3, bah oui, ça c'est une valeur sûre, hein. La 3, ça change pas. Agnès, dites-moi, vous nous regardez tous les soirs, tous les jours ? Dès que je le peux, oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans nos journaux ? Le fait que ça valorise les territoires, l'ambiance, les présentateurs. Ça c'est gentil. Et puis les reportages dans l'ensemble. Le fait qu'on soit proche de nos téléspectateurs. Exactement, que ça valorise les territoires, oui. Alors il y a à côté de vous votre fille Agathe. Agathe, je vais te tutoyer, tu as 15 ans. Oui. On dit que les jeunes s'informent plutôt via les réseaux sociaux. Toi, tu regardes quand même notre journal. Oui, ma mère m'incite à regarder. Elle t'incite ou elle t'oblige ? Non, elle m'incite. D'accord. Mais sinon, tu sais qu'on est également présent sur TikTok, Insta et même YouTube. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans nos journaux ? Moi, j'aime bien l'ambiance, oui. Et regarder les différentes villes, etc. Ouais. Voir d'autres territoires. Oui. Tu trouves qu'on parle assez des jeunes ? Pas assez, à mon. D'accord, on va essayer de s'améliorer. Oui. Alors ici, Île-de-France, ce sont 4 heures d'antenne par jour en moyenne avec 2 grands rendez-vous d'infos à 12h25 et 19h05. Vous êtes jusqu'à 230 000 à nous regarder chaque soir. Alors comment se passe une journée type pour fabriquer votre journal ? Voyez ce reportage de Morgane Prévost et Calypso Vanier. 5, 4, 3. 19h15, le journal démarre. Mais pour toute la rédaction, la journée a débuté 10 heures plus tôt. Bienvenue. Avec la conférence de rédaction du matin. On commence avec Le Bourget. Le rédacteur en chef, la présentatrice et les journalistes décident ensemble des sujets du jour. C'est un enrobé qu'elle veut faire. C'est la petite réserve de se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en image. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Chaque jour, une vingtaine de journalistes travaillent à la réalisation des éditions du midi et du soir. Comme Antoine qui doit partir en reportage aujourd'hui sur le passage au privé d'une piscine à Paris.
avant de partir en tournage, l'essentiel, c'est évidemment de savoir de quoi on parle, d'avoir un maximum d'informations, de pouvoir identifier les contacts qui vont nous parler. Et comme on fait de la télévision, et ça c'est l'essentiel, il faut de l'image. Donc c'est une des difficultés du métier de journaliste télé. Quelques heures plus tard, Antoine est de retour. Avec la monteuse, il découpe les interviews et assemble les images. Et ouvrir au public. Le monteur, la monteuse, c'est notre premier regard, notre premier téléspectateur, et c'est important. C'est pas qu'un aspect technique pour assembler les images, c'est aussi quelqu'un qui va nous dire « mais attends, ça je comprends pas ». Ça, c'est un vrai travail d'équipe. À quelques mètres de là, dans la cabine de mixage, un autre rédacteur a fini le montage de son sujet. Dernière étape, enregistrer sa voix sur les images. Pour Marlène, qui présente le journal ce soir, c'est l'heure du maquillage. Les conventions, on n'existe pas uniquement pour la coquetterie. On existe, nous les maquilleuses, parce que les caméras ont besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir attraper un visage. En régie, script, réalisateur et chef d'édition s'activent pour faire vivre le journal. Plus d'une vingtaine de métiers sont mobilisés à chaque édition. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous habitez Épinay-sur-Orge en Essonne. Vous imaginiez qu'il fallait tant de temps, tant de monde pour fabriquer un journal ? Alors surtout tant de personnes, parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, on ne voit pas. Et quand je vous voyais avec votre petite télécommande, j'avais l'impression que c'était vous qui Ah oui, la télécommande, changez c'est la télécommande du prompteur. Voilà, les caméras, les angles, voilà. En tout, entre les journaux et les émissions, nous sommes une centaine quand même à travailler dans la station. Vous êtes un fidèle, je crois, de notre 19-20. Oui. Quel genre de sujet vous intéresse le plus ? Les sujets sociaux ou culturels, les initiatives, les mises en avant des initiatives aussi locales. Et nos invités ? Oui, les entretiens de Jean-Baptiste en début de journal. Et sont si on souvent devait, intéressants. on va dire, améliorer quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent sur notre antenne ? Pas forcément, non. J'aime bien le format et puis l'ambiance qui règne aussi sur le plateau entre nous. Ne nous dites pas qu'on est parfait quand même, on vous croirait pas. En tout cas, de notre côté, si. Plus ou moins. Merci beaucoup Emmanuel. Alors elle connaît très bien la maison, d'abord présentatrice, puis grand reporter et enfin rédactrice en chef adjointe. Bonsoir Pascal. On a longtemps travaillé ensemble, alors même si le vouvoiement est de rigueur à l'antenne, on va faire une exception. Ce soir, tu as passé 26 ans dans cette maison. Est-ce que c'est difficile de couvrir l'actualité en Île-de-France ? C'est difficile et passionnant, mais c'est difficile, oui, parce qu'il y a une telle diversité. C'est vraiment une ville, on a la capitale, la ville-monde, un territoire qui est très urbanisé, mais aussi très rural, agricole, etc. Donc, à chaque fois, on se dit, mais comment on va faire pour rendre compte de toute cette diversité ? La région, tu le disais, ce sont 8 départements, énormément d'actualités, d'événements. Comment on choisit les sujets à traiter ? Parce que nos journaux ne sont pas extensibles. Oui, et il y a beaucoup d'actualités en Île-de-France, donc il faut faire des choix, et c'est là que c'est très difficile. Et en fait, c'est comme une recette. Tous les matins, il faut qu'on se pose la question, et parfois les ingrédients changent en cours de journée. Donc, il faut se poser la question en permanence, est-ce que je vais vraiment rendre compte de l'actualité ? Et puis, c'est important aussi qu'il y en ait pour tous les goûts, si je puis dire, de l'opéra jusqu'au rap. Oui, ou ce prof, je me souviens de ce prof de chant qui donnait des cours de heavy metal, comment chanter le heavy metal. Enfin voilà, c'est aussi être à l'écoute de toutes ces petites particularités, de comment les gens vivent ensemble. Et c'est tellement, voilà, il y a une telle diversité que c'est passionnant. Alors, en 50 ans, il s'en est passé des choses dans notre région, impossible d'être exhaustif, mais on va revenir sur quelques événements marquants de ces dernières années. C'est avec Abdel Joudi. Souvenez-vous, pour les plus anciens, c'était il y a 50 ans, sur notre antenne. 1975, la carte orange débarque et c'est une révolution. Je composte. Ah non, monsieur, non, c'est un titre. Bien, je ne l'ai même pas composté, donc je vais vous montrer ma carte. Administré par l'État, cela faisait un siècle que Paris n'avait pas eu de maire. C'est chose faite en 77. J'appelle monsieur Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance.
83, la marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée Marche des Beurs, arrive à Paris. Ça y est, ils ont traversé la France pendant 49 jours pour aboutir ce soir au cœur de Paris, rejoint jusqu'à la gare Montparnasse par plusieurs dizaines de milliers de personnes. 89, le bicentenaire de la Révolution française. Sur les champs, c'est la parade du siècle, signée Jean-Paul Goude. « 92, ouverture d'Euro Disney. La famille Gallier, en achetant le tout premier ticket d'accès au parc, est en même temps entrée dans la légende Disney. Et elle gagne un passeport à vie pour Euro Disney. Et il jure que ce n'est que le fruit du hasard. Il est un peu plus de 17h45. Un quart d'heure auparavant, une énorme déflagration en sous-sol a secoué la station Saint-Michel. Une année d'attentat à Paris, d'abord gare Saint-Michel, puis 3 mois après sur le RERC. La peur des valises abandonnées dans les transports débute. 96, les supporters du PSG sont sur les champs, vainqueurs de la Coupe des Coupes. Ils n'y retourneront que 29 ans plus tard pour la Ligue des Champions. 99, éclipse totale du soleil à Paris. La prochaine, à noter sur vos agendas, le 3 septembre 2081. Il était 16h45 tout à l'heure. Un Concorde s'est écrasé peu après son décollage. 25 juillet 2000, le crash du Concorde sur un hôtel à Gonesse fait 109 victimes. 2002, la tuerie de Nanterre. En plein conseil municipal, Richard Durne tire sur les élus. Bilan, 8 morts, 19 blessés. Premier tour de roue pour la première abonnée de Vélib. Elle s'appelle Patricia, mais dans cette course, c'est Bertrand Delanoë, qui est la vedette. 2013, l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge fait 7 morts et 70 blessés. Nous sommes au stade des hypothèses. 2015, l'actualité s'impose, glaçante au-delà des mots, restent les chiffres. 7 janvier, Charlie Hebdo, 13 morts. Le 13 novembre, 132. 2018, l'année est jaune, en gilet jaune, marquée par les affrontements et l'utilisation des flashballs par les forces de l'ordre. 2020, un virus s'impose. Les années Covid démarrent. Le 17 mars à midi, premier confinement, Paris se vide. 2024, bien sûr, les Jeux Olympiques. Bonsoir, bienvenue à Paris. Et oui, ça rappelle des souvenirs. Hein. Je vous voyais les uns et les autres acquiescer. J'en profite au passage pour remercier nos documentalistes qui ont fait un travail formidable pour retrouver toutes ces archives. Pascal, est-ce qu'il y a une actualité qui t'a particulièrement marqué, un souvenir qui t'accompagne encore aujourd'hui ? Alors j'en ai beaucoup évidemment puisque j'ai beaucoup tourné, mais ce qui m'est resté, c'est un souvenir de rédactrice en chef. J'étais en train de préparer mon journal du lendemain. C'était en janvier, il faisait très froid, la rédaction était vide, tout le monde était parti, et j'ai eu un coup de téléphone, ce qui est assez rare aussi tard. Et j'ai entendu la voix d'un homme, une voix très blanche, très angoissée. Et c'était Éric Mouzin qui me disait « Ma fille a disparu. Faites quelque chose. On va avoir besoin de vous pour susciter des témoignages. » Et je sentais à quel point il était angoissé. Et en même temps, il avait mobilisé toute son énergie. Un appel à l'aide. Ouais, pour nous solliciter. Il y a aussi des souvenirs plus légers, forcément. Oui, évidemment. Souvenir de tournage qui m'avait beaucoup fait rire. C'était toutes les équipes de tournage pour aller assister à la première vente du Bebop, qui était l'ancêtre du téléphone portable. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, on était dans les années quoi, 80, 90, 90. Oui, c'est ça, oui, je ne sais plus exactement. Il faudrait demander à nos documentalistes. Ouais. Et c'était très drôle parce que tout le monde se précipitait pour acheter un Bebop. Parmi les clients, il y avait un curé. Ça m'avait beaucoup surpris. Donc on avait fait des petits jeux de mots
un peu vaseux autour de ça. Mais voilà, c'était l'ancêtre de nos téléphones qui maintenant sont tellement présents et on n'imaginait absolument pas de ce que ça allait devenir. Que ça allait devenir. Alors, je sais aussi que tu as travaillé beaucoup sur les banlieues dans les années 90. Un magazine de notre antenne a marqué le paysage audiovisuel. Il a même fait école partout en France. C'est Sagacité. Il était entièrement consacré au quartier populaire. Jean-Baptiste Patier est retourné sur les traces de cette émission emblématique. Regardez. Nous sommes à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, au cœur de la cité Balzac, la même où a été tourné le premier numéro de Sagacité en janvier 1992. Et avec moi, Bernard Loche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de Sagacité. Vous avez d'ailleurs été le rédacteur en chef de ce magazine de société. Pourquoi a été créé Sagacité ? Alors c'est parti d'une réflexion de la direction régionale de France 3 Île-de-France à l'époque, qui a observé qu'on avait tendance à ne parler des quartiers comme celui-ci, des grandes cités populaires, il y en a plein en Île-de-France, que quand il y a le feu, que quand ça brûle, quand il y a des émeutes, alors que le reste du temps, il y a une vie, il y a un tissu associatif, il y a plein de gens qui font des choses. Ensuite, il y a d'autres directions régionales qui se sont dit on a à peu près la même problématique chez nous, on va se joindre au mouvement. Et puis au bout de 3-4 ans, c'est devenu un magazine national. Et ça, cette façon de fonctionner, ça me paraît assez emblématique de ce que peut faire le service public. Je trouve que par les temps qui courent, c'est pas forcément inutile de le rappeler. Alors la cité Balzac où nous nous trouvons a bien changé entre 1992 et aujourd'hui. Et dans Sagacité, vous vous êtes beaucoup intéressé à la rénovation des quartiers populaires. Pourquoi ? Je crois qu'on le voit ici, c'est important, c'est le cadre de vie des gens. C'est là où ils vivent leur histoire, la majorité de leur vie. Et on a donc travaillé autour de ce cadre-là, avec des architectes, avec des urbanistes qui racontaient l'histoire du lieu, pourquoi ils avaient construit tel ou tel bâtiment. Et je me souviens d'un grand architecte, Roland Castro, qui disait « Tout le monde a le droit au beau ». Quel que soit le quartier où vous habitez, vous avez le droit d'habiter dans un bâtiment qui est beau. C'est une façon aussi de respecter les gens, de les inclure dans l'ensemble de la société. Donc on a aussi accompagné ce mouvement, effectivement, tout au long de ces années. Alors la force de Sagacité résidait dans les témoignages des habitants. Écoutez le rappeur Lionel D. Il s'adresse aux différents invités du plateau de Sagacité qui, en janvier 1992, s'étaient installés dans le théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine. Écoutez. Je voulais juste te dire qu'à Vitry-sur-Seine, il y avait un potentiel créatif artistique vraiment très très fort. Il faudrait vraiment, et bon là c'est pas une attaque, c'est cool, mais vraiment il faut les aider parce que ce sont des gens qui ont du talent Des gens, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est bête. Bernard Loche, quels talents ont été mis en lumière dans Sagacité ? C'est difficile de choisir parce qu'il y en avait chaque semaine, des dizaines, des centaines, et je suis sûr qu'il y en a toujours autant aujourd'hui. Alors, on a découvert par exemple Faudel qui s'entraînait au rail à Mantes-la-Jolie, des rappeuses comme Bams, Diams, Lady Lesty, les Zebda dans les quartiers nord de Toulouse, et puis tous ces hommes et ces femmes qui font que les quartiers tiennent debout au quotidien. Je pense au médecin des Francs-Moisins qui maintenait coûte que coûte son cabinet dans la cité, à Saint-Denis. Je pense à la gardienne d'immeuble du Grand Ensemble du Tremblay en France qui connaissait toute la vie du quartier. Je pense aussi à un policier de Clichy qui, à la fin de son service, faisait du bénévolat pour entraîner les jeunes au sport. Il y en avait partout dans tous les quartiers et c'est ça qu'on essayait de mettre en valeur. Alors regardons un autre extrait de Sagacité consacré à la discrimination à l'embauche, à l'emploi. Nous allons entendre la parole d'habitants de quartiers de Paris. Écoutez. Ton Christ est juif. Et ta voiture est japonaise. Ta pizza est italienne. Ton couscous est algérien. Ta démocratie est grecque. Et ton café est brésilien. Ta montre est suisse. Ta chemise est indienne. Tes chiffres sont arabes et ton écriture est latine. Et tu reprocherais à ton collègue de travail d'être étranger ? Sagacité était-elle une émission engagée contre les discriminations ? Oui, je pense, avec le recul, parce que c'est la nature même de ces quartiers populaires d'avoir un brassage de population. J'ai un exemple qui me vient en tête. Sur des bâtiments publics de Seine-Saint-Denis, on a installé des ruches. Les abeilles vont butiner sur les balcons, sur les terrasses de toutes les grandes cités. Et là, comme il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde, il y a des plantes et des fleurs qui viennent des quatre coins du monde. Et les abeilles, avec ça, elles font un miel formidable. On peut être aussi intelligent que les abeilles. Sagacité s'est arrêtée en 2002 après 10 ans d'existence et 400 numéros. Quelle est selon vous aujourd'hui la place des quartiers prioritaires dans les médias ?
Alors évidemment, le paysage médiatique a changé depuis 2002, c'est plus du tout la même chose. Mais je crains qu'aujourd'hui, on soit à nouveau dans un moment où on ne parle des grands quartiers populaires que quand il y a des événements dramatiques qui s'y déroulent, des émeutes, en tout cas dans les grands médias nationaux, sur les chaînes d'infos en continu. Et c'est pour ça que le rôle de médias de proximité, comme le réseau de France 3, est important pour continuer à montrer la vie réelle de ces quartiers. Merci Bernard Loche. Et si vous voulez voir des extraits de Sagacité, sachez que vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et oui, et continuer à mettre en valeur les talents, la richesse culturelle de nos quartiers. C'est ce que font aujourd'hui encore nos équipes basées dans le Val d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne et bien sûr la Seine-Saint-Denis. Regardez. Une note de fierté s'affiche sur le canal de l'Ourcq. La Pantinoise d'origine algérienne, Zaya Ziwani, qui a dit qu'une jeune femme issue de la banlieue ne pouvait pas devenir chef d'orchestre. Les quelques femmes que nous sommes à évoluer dans ce milieu musical, on dirige à la tête des orchestres que nous avons nous-mêmes créés. Donc en fait, je me suis rendu compte que la seule alternative pour exister en tant que chef d'orchestre, c'était de créer moi-même mon orchestre. Aujourd'hui, il y a moins de 4% des chefs d'orchestre qui sont des femmes. Depuis la création de son ensemble Divertimento, la musicienne ne cesse d'encourager la jeunesse à suivre son tempo. À Aulnay-sous-Bois, c'est Yes We Can. Avec la Coupe d'Afrique des quartiers. Chacun défend les couleurs de son pays d'origine, pas son quartier. Un événement populaire béton où des recruteurs peuvent repérer leurs futures pépites. Dans la vie, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il y a un mec de mon bâtiment, il a dit, il ne faut pas le dire, il faut le faire. Pour croquer la Seine-Saint-Denis à pleines dents, il y a aussi Los Fruitos Hermanos, 3 amis d'enfance des Bosquets. Moi, je les fruits tellement c'est bon, on pleure. Et il ne faut pas que les gens le voient. Ses copains sillonnent l'Île-de-France dans leur food truck pour embarquer les ados loin de la malbouffe qu'on leur sert dans les publicités. Pour lui aussi, le bonheur est dans le 9-3. Marvin a l'œil pour sublimer les cités, comme celle de la Maladrerie à Aubervilliers, labellisée patrimoine du XXe siècle. À l'époque où je le photographiais, il y avait encore cette image où personne n'avait vraiment envie de s'intéresser au 93, en tout cas en termes de photographie, etc. Et j'avais envie de nous prouver aussi que chez nous aussi, on a des monuments, en fait. Depuis, le jeune photographe est exposé dans de nombreuses galeries et immortalise les quartiers populaires du monde entier. En musique, sur le terrain ou en photo, la banlieue devient parfois un tremplin, l'accélérateur des rêves de ses habitants. Bonsoir Bassa. Bonsoir. Vous avez grandi dans le 19e arrondissement, puis à Grigny, dans l'Essonne. Vous trouvez que l'actualité des quartiers, elle est traitée différemment sur notre antenne que sur d'autres chaînes ? France 3, c'est particulier parce qu'en fait, ça va vraiment dans tous les territoires d'Île-de-France. On peut voir en fait des initiatives qui sont vraiment enrichissantes. Et du coup, en fait, l'actualité des quartiers peut être intéressante dans le sens où on ne voit pas que la même chose. C'est vraiment différent, en fait. C'est important aussi de mettre en lumière des parcours de réussite de gens issus de ces quartiers. Oui, ça reste important parce que ça peut donner en fait un exemple à ceux qui pensent que certaines portes leur sont fermées, alors que en fait, ça les érige en modèle. Donc voilà. Je crois, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que vous regardiez un peu comme un rituel nos journaux avec vos parents. Ils étaient très attachés au service public. Oui. Oui. Pourquoi ils voulaient que leurs enfants regardent le service public ? En fait, c'était pour un enrichissement culturel et en fait, c'était vraiment pour rester informés de l'actualité, de ce qui se passe à travers le monde. C'était aussi un attachement international, on va dire, parce qu'en fait, ils ont émigré du Mali. Et c'est comme si c'était comme s'ils se rattachaient à leurs racines, quoi. Et ils ne voulaient pas oublier. Et vous m'avez dit aussi que vous aviez un chouchou, un journaliste, un reporter que vous aimiez en particulier ? Un chouchou. Ouais. C'est Jean-Baptiste Patier. Oui. Et puis Bruno Lopez aussi, je crois. Oui, Bruno Lopez. Qu'estuf. Ouais. Oui, j'aime beaucoup sa voix. Le message est passé, ça va leur faire très plaisir. Merci Bassa. Alors pour certains journalistes, animateurs France 3 Paris Île-de-France a été un tremplin. Ils ont fait leurs premières armes chez nous et ils s'en souviennent très bien. Regardez.
Autant vous le dire tout de suite, je n'ai rien de très drôle à vous proposer, du moins pour commencer Madame, ce monsieur, journal. bonsoir. Avant de développer tous ces titres, revenons tout d'abord. Bien sûr, Karine Le Marchand, donc. Je me souviens de cette chemise, c'est marrant. Et puis aussi parce que je me suis aperçue que quand quelqu'un composait une chanson, une petite anecdote s'y rapportait. Je trouvais. J'avais un petit ton bourgeois, alors je viens pas d'un milieu bourgeois, mais c'est vrai qu'on me faisait souvent la réflexion. C'est dans sa chronique Musique pour l'émission Midi Pile sur France 3 Île-de-France que Karine Le Marchand fait sa première apparition télévisuelle en 1995. Je vois que je déglutis plein de fois parce que je pense que j'ai peur. Rachid Arabe, lui, se voit attribuer son premier journal en pleines vacances de Noël. C'était en 1986. Ça n'a pas vieilli, hein. La coupe de cheveux était d'époque. J'aime bien le petit gilet jaune, là, c'est très sérieux, très sérieux. Paris noyé dans un concert de klaxon aujourd'hui, concert unanime. Ça fait un drôle d'effet parce que c'est pas d'hier quand même, hein. Mon Dieu. Dites pas que j'ai pris un coup. Nous sommes le 29 juin 1992. Une certaine Evelyne Thomas quitte la rédaction de France 3 Nord-Pas-de-Calais pour rejoindre la capitale. Mais l'univers de la télévision n'est pas tendre pour ces jeunes recrues. Et la seconde, c'était la première fois que j'utilisais le nom de Le Marchand parce qu'en fait, je voulais utiliser mon vrai nom qui s'appelait Mfayo Curera. Et avant de commencer le premier direct, dans toute la direction, en fait, ils reçoivent les retours de ce qui va passer à l'antenne. Et donc, ils voient mon nom, Mfayo Curera, qui apparaît. Et le directeur des programmes m'a dit « Karine, je suis désolée, mais c'est quand même un peu compliqué, ton nom. Il faudrait que tu changes. » Je dis « Ah bon ?» Et puis, le temps passait, le direct allait commencer. J'étais déjà stressée. J'ai dit « Bon, je vais prendre le nom de mon mec de l'époque, Pascal Le Marchand. » Et donc, j'ai eu le temps de prévenir personne et je suis partie avec Karine Le Marchand. Et puis moi, je sors de l'école de journalisme, hein, je suis formaté pour faire de l'info, pour être le plus légitime, le plus crédible possible. Donc, faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Si, il y en a qui dépassent, mais il faut que ça soit sérieux, bien fait. Ça a été le début de mon aventure parisienne et quelque part un peu de ma carrière à Paris, quoi. La prise d'otage d'HB, par exemple, à Neuilly, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué et je m'en souviens encore. Le huis clos interminable se poursuit dans la salle de classe de l'école maternelle Charcot de Neuilly. Dans l'émission À vos quartiers. Des années marquées par l'actualité, mais aussi par la vie au sein de la rédaction. C'était une famille quand même. C'était une famille, me conseillait avec bienveillance. Elle me faisait toujours un retour sur ma chronique. Ça oui, ça non, c'était pas incompréhensible assez. Prends ton temps, parle pas trop vite et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu comme fou rire. Vous êtes l'autre commandant de bord ? Oui, c'est exact. Il y en a toujours deux ou c'est que pour la télé ? La spécificité quand même de France 3 Régions, on voit à quel point il y a cette volonté d'aller chercher l'information de proximité. Sur les chaînes dites nationales ou d'info, quand on va chercher la proximité, c'est qu'il s'y est passé quelque chose de pas bien. Chercher la proximité, c'est aussi chercher la vraie vie. On voit en fait, quand on regarde la télévision régionale, qu'il n'y a pas une France, mais qu'il y a plusieurs France. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous nous regarderez à la télé. Mais c'est sûr. Merci beaucoup, Arthur. Alors, il y a ceux qui passent et ceux qui restent. Je vais demander à Isabelle de me rejoindre. Elle est là, regardez, dans l'ombre avec nos techniciens. Isabelle, tu es notre maquilleuse depuis 42 ans. Alors, ça me coûte de le dire, mais on n'est pas tous les jours, tous les matins aussi pimpant. Isabelle, ton métier, le maquillage, ça relève parfois du camouflage. Un peu, oui. En italien, on appelle ça truccatore, les truqueurs, les tricheurs. Les tricheurs, ouais, carrément. Absolument. Donc, oui, voilà. moi j'ai quelques souvenirs. Ah bah oui, une nuit passée au chevet de tes enfants, et elles furent nombreuses. Tu étais... Oui, j'avais des bonnes cernes bien noires. Il fallait y aller, quoi. Voilà. Donc, et puis des accidents aussi. Alors oui, je nommerai pas le grand... le préféré de notre Bassa, qui, en se promenant, s'est égratigné et avait quelques points de suture, et donc il fallait les cacher. Il fallait cacher tout Alors, ça. on t'a vu tout à l'heure dans le reportage maquillée en loge, mais tu travailles aussi en extérieur sur des émissions comme Paname ou Enquête de région. Là aussi, c'est parfois un peu acrobatique. Ah oui, c'est du challenge, hein, c'est un peu roots. Parfois, je maquille Julie, voilà, dans le coffre de la voiture. Voilà. Voilà. Et puis, pareil. Même quand il fait très froid. Ah, même quand il fait très froid. Là, on est carrément, on ne sait plus qui est derrière le masque et la doudoune. Enfin, voilà. Ouais. Et même jusque sur les chantiers, le chantier du village olympique. Ouais.
Bah merci beaucoup Isabelle, je sais que ça t'a coûté, hein, que t'aimes pas être devant les caméras. Ouais, mais j'ai un petit raccord à faire quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Bah, Voilà. c'est vrai qu'il fait un peu chaud ce soir sur le plateau. Ça doit être l'ambiance chaleureuse avec vous, nos invités. Pour une fois que je le fais en direct, et te baisse pas, je suis pas si petite que ça. Faut que j'y aille. Allez, Merci beaucoup. Pascal, toi qui as présenté beaucoup de JT, on dit que tout peut arriver en direct. Tu confirmes, tu as un souvenir en particulier? Oui, plein de moments difficiles. Et, à mes tout débuts, il y a eu une panne de lumière générale. Et en fait, je pensais que l'antenne avait coupé, mais j'étais encore à l'antenne, mais tout était noir. Et j'ai dit « Maman... » Maman, au secours. Au secours. Oui. Et donc, c'est passé à l'antenne. Voilà. Bon, heureusement, le ridicule ne tue pas, comme on dit. La preuve avec l'incontournable bêtisier préparé par Laurence Barbry. Julien Fagot au montage. Allez, je clappe. Et c'est parti. Nous serons en direct dans quelques instants depuis la cour spéciale de Paris. Il donne au personnage de Molière toute sa verve et son panache. Et puis c'est la journée internationale de la femme, des ébats et des débats, pardon. Mais avant de développer ces informations, voyons d'abord les prévisions météo. Avec vous Isabelle Piana. Bonjour Isabelle. On retrouve Antoine Marguet sur place. Antoine, tous les syndicats sont mobilisés. Mais comment on peut garder une cravate comme ça? On la jette quand c'est comme ça. Oh, puis merde. Oh, ça va, toi. Allez, viens là, tiens, allez. Et ici, porte de Versailles, on vous dira tout sur... Attends, on peut peut-être faire un plan de couple, là? À Moret-sur-Loing, on change de siècle comme de chemise. Le travestissement est un outil. Et on va la cuire, on va la merde. Ah! Voilà, toujours en sport, mais en football, cette fois, je ne sais pas si vous nous entendez, nous avons un petit problème de studio. Les bons légumes Pardon, on recommence. J'adore votre journal. Il n'y a jamais d'abstraction. Tout est concret, réel. Si on fait l'analyse de tout ce que nous avons vu depuis le début dans votre journal, c'est remarquable. Parce que c'est proche, sans être familier. Le plus grand lac naturel d'origine glaciaire en France. Bisous à vous. Bisous Florent. Allez, on va reprendre notre sérieux. William nous a rejoint sur ce plateau. C'est l'heure de faire un point sur l'actualité du jour. Bonsoir William, on commence par le procès en correctionnel de 2 policiers cet après-midi. L'image de leur voiture percutant un motard sur l'autoroute A4 en octobre dernier a fait le tour des réseaux sociaux. Les 2 agents de la BAC étaient jugés pour violence aggravée devant le tribunal de Créteil. À la barre, ils ont maintenu leur version, celle d'une collision involontaire. Aude Blachet, Wilfried Redonnet. Le 14 octobre dernier, Hugo a bien failli perdre la vie en rentrant du travail. Alors qu'il roule à moto sur l'autoroute A4, au niveau de Charenton-le-Pont, l'homme de 37 ans est percuté par une voiture de policier à 70 km/h. Il parvient à se redresser miraculeusement, mais estime que ce n'était pas un simple accident. C'est pas une erreur de conduite, c'est volontaire, c'est voulu, c'est une agression volontaire, gratuite de leur part, ouais, clairement. Bien sûr, pour moi, ils voulaient me faire tomber, et en voulant me faire tomber, ils voulaient me tuer. L'erreur de conduite, la manœuvre brusque et involontaire, la mauvaise appréciation de la vitesse du motard qu'il souhaitait dépasser. C'est ce qu'ont plaidé cet après-midi les 2 policiers, un major de 53 ans et son jeune coéquipier de 26 ans, malgré des images accablantes capturées par un automobiliste ce jour-là, ou encore le témoignage d'un autre usager qui parle d'un acte volontaire. Il est évident que même lui n'aurait pas su qui a fait ça, puisque les policiers auraient été non identifiables, ne se seraient jamais signalés s'il n'y avait pas eu ces vidéos miraculeuses sous une voiture sur l'autoroute. Le ministère public a de son côté requis 18 mois d'emprisonnement à l'encontre des 2 fonctionnaires, l'interdiction d'exercer pendant 1 an et de porter une arme pendant 2 ans, estimant que leur version des faits était dénuée de toute crédibilité. Le jugement est attendu le 18 décembre.
Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, est lui condamné à 10 mois de prison avec sursis pour harcèlement, violence et tentative d'agression sexuelle à l'encontre de son ex-petite amie. Contrairement au jugement de première instance, la Cour d'appel de Versailles n'a pas prononcé de peine d'inéligibilité, estimant que les faits reprochés à l'élu des Yvelines n'étaient pas en lien avec son mandat de maire. C'est un fleuron de la recherche médicale, une PME que l'on suit depuis près de 20 ans dans nos journaux. L'offre de reprise de Carmat est acceptée. Après avoir frôlé la liquidation, l'entreprise des Yvelines, pionnière dans la fabrication et le développement de cœurs artificiels, va poursuivre son activité. L'un des actionnaires historiques va réinvestir. 2/3 des salariés pourront conserver leur emploi. Antoine Marguet avec Yannick Legel. Le cœur artificiel de Carmat ne va pas s'arrêter de battre. Pierre Bastide, le principal actionnaire, va remettre avec ses associés 30 millions d'euros dans la société, de quoi assurer au moins une année d'existence. Il faut dire que fin juin, Carmat était au bord du gouffre, en redressement judiciaire. Désormais, ses ambitions sont grandes. Mon rêve, mon secret, si vous voulez, c'est à partir de cette société et de ce cœur, de faire une plateforme de développement d'un acteur français, mais en fait même européen, dans le medtech autour de la cardiologie. On a tous les ingrédients. La seule chose, c'est le financement. C'est le seul sujet. Désormais, Carmat n'est plus coté en bourse. 39 salariés sur 127 seront licenciés pour motif économique et l'entreprise va pouvoir se concentrer sur un objectif, prouver que son cœur artificiel peut être implanté de manière définitive et qu'il est fiable, alors que pour l'instant, il n'était qu'une solution en attente d'une greffe pour les patients les plus critiques. Au total, ce sont 122 personnes qui ont été greffées avec ce cœur bionique. On confirme que cliniquement, la prothèse fait des choses incroyables par rapport à ce qui existe, mais surtout, on a vu ce qu'il fallait améliorer pour pouvoir la faire durer plus longtemps. Moi, je le dis, le produit marche. Ça a été long, compliqué, douloureux, mais le produit marche. Maintenant, il faut le démontrer et il faut convaincre le monde médical. Avec cette reprise, Carmat évite la faillite, mais doit encore trouver des investisseurs. Il manque encore 100 millions d'euros d'ici 2031, date à laquelle ses dirigeants espèrent devenir rentables. Dans l'actualité nationale, on retient aujourd'hui la condamnation du maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau écope d'une peine de 4 ans de prison ferme et sera prochainement incarcéré. Il est également déclaré inéligible et va donc perdre son mandat. Pour rappel, Gaël Perdriau est accusé d'avoir piégé son ex-premier adjoint avec une vidéo intime et de l'avoir fait chanter. Il va faire appel. Clément Velrenal. Lorsqu'il sort de la salle d'audience, le visage défait, Gaël Perdriau a tout perdu. Il n'est plus maire de Saint-Étienne. Il est inéligible. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes. Reconnu coupable de chantage, il persiste à nier les faits. Je vous redis que je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Cette décision est incompréhensible. Et bien entendu, j'ai demandé à mes avocats de faire appel immédiatement face à ce que je vis comme une terrible injustice. Depuis sa révélation, l'affaire de la sextape empoisonne la vie politique de Saint-Étienne. En janvier 2015, le premier adjoint au maire, Gilles Artigue, est filmé à son insu dans cette chambre d'hôtel avec un jeune prostitué. Durant des années, la vidéo va servir à le faire chanter. Aujourd'hui, la justice a reconnu que le complot a bien été ourdi par le maire. Accompagné de son épouse et de ses enfants, Gilles Artigue s'est dit soulagé par le jugement. Maintenant, tous les Stéphanois connaissent la vérité des faits et ses conséquences. Ils savent précisément ce que j'ai vécu pendant 10 ans. L'association Anticorps, qui lutte pour la moralisation de la vie politique, était partie civile au procès afin de dénoncer les agissements du maire. C'est une pratique qui est une pratique extrêmement inquiétante qu'on peut quasiment qualifier de mafieuse. On veut jouer sur le débat démocratique, on veut nuire à un opposant politique, on veut le tuer tout simplement en utilisant les moyens les plus dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. La condamnation de Gaël Perdriau est assortie d'un mandat de dépôt différé, ce qui signifie qu'il sera prochainement incarcéré, malgré son appel.
Cette mauvaise nouvelle pour les amateurs de bande dessinée, la prochaine édition du Festival d'Angoulême, prévue fin janvier, est définitivement annulée. La pression était devenue trop forte pour les organisateurs après le boycott annoncé par les auteurs de BD qui dénoncent une dérive commerciale de l'événement. Les financeurs publics avaient réclamé son annulation. Voilà, Marlène, pour l'essentiel de l'actualité. Merci, William. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Et dans 50 ans, peut-être que l'intelligence artificielle nous aura remplacés. En attendant, William, vous êtes d'accord, hein, on va rester fidèles au poste. Merci Pascal, merci à vous Marlène. tous d'avoir fêté avec nous les 50 ans de votre télé régionale. On va se quitter sur de très belles images de notre chère région. Bonne soirée à tous, à demain.